Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Bonjour Laurence. Bonjour. Comment vas-tu ? Bah écoute, je vais bien. Ça va, tout va bien. Tu m'as dit que tu étais en Suisse, partie te confiner avec tes enfants, qu'il neige actuellement, et tu as bien raison de fuir un petit peu la métropole, la capitale française en ce moment, parce que c'est pas très joyeux, et tu as pour habitude un petit peu d'aller t'évader un petit peu dans la nature, et c'est quelque chose que tu fais fréquemment? Alors la nature, c'est assez fondamental dans mon environnement et d'y être connecté. Même si effectivement j'habite à Paris et Paris est pas une ville. On a le bois de Vincennes, pas très loin, mais c'est assez compliqué. Et j'ai la chance d'avoir, enfin mon compagnon est suisse, mes enfants sont suisses, donc de pouvoir avoir ce temps-là, de cette bulle qu'on s'accorde à la montagne. Oui, c'est assez important. Même si je suis quelqu'un du sud et voilà, né à Toulouse, grandi à Marseille, mais donc voilà, j'ai l'habitude plutôt terrienne et mer aussi. Mais je pense que la connexion à la nature et en termes d'énergie est, est nécessaire et même, je dis pas vital, mais ça fait partie de mon équilibre. Ok, d'accord. Bon bah écoute, ravi en tout cas d'entendre que tu vas bien, et je suis vraiment enchanté d'être là aujourd'hui parce que c'était un vrai bonheur de préparer cette interview. Déjà parce que aujourd'hui tu t'engages sur des sujets qui sont particulièrement touchants, qui sont particulièrement forts. J'ai appris beaucoup de choses grâce à toi, tu sais, par rapport à vraiment à tout ce que tu fais. Alors je fais un petit peu de teasing sans te dire exactement pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, mais je pense que déjà beaucoup te connaissent, mais ça a été aussi des moments un peu ça a été dur pour moi d'entendre certaines choses, d'entendre certains témoignages, et peut-être parce que je suis un privilégié de la vie, tu vois, comparé à certaines personnes, et aussi peut-être parce que je suis un homme, et que j'ai beaucoup confiance en moi, j'ai appris à me défendre et tout ce genre de choses, mais aujourd'hui voilà, j'étais vraiment ravi de préparer ça et de pouvoir t'avoir aujourd'hui, parce que je trouvais que tu étais quelqu'un de très solaire, avec une énergie extrêmement contagieuse et extrêmement positive, et malgré effectivement plein de petites choses un peu, plein de sujets qui sont pas évidents, qui étaient pas évidents pour moi, vraiment à comprendre, à essayer de
comme les Américains ou les Anglais disent embrace, tu vois, mais de embrace les sujets, tu vois, de vraiment de me les approprier et d'essayer de pouvoir aussi les voir avec mon angle et avec aussi beaucoup de respect et de pudeur. Et donc je suis hyper ravi. Tu vois, je suis presque ému là, j'en ai presque les larmes aux yeux. Donc j'ai trop hâte qu'on puisse parler de Fight for Dignity et de ta carrière de karatéka. Mais comme je te le disais en préparation, ce que j'adore faire, c'est commencer un petit peu par l'enfance et savoir un petit peu qui tu étais. Et la question pour lancer un petit peu la mécanique, c'est de savoir quel est ton premier souvenir de sport. Ouais, bon, Barthélémy, merci pour comment dire, ça me touche moi aussi que tu me témoignes aussi cet intérêt aussi, oui, le mot pudeur souvent où on est sur des sujets extrêmement tabous et aussi difficiles à aborder globalement. Et je pense que la crise actuelle fait aussi qu'on est moi aussi je me suis ressentie privilégiée et penser que euh, qu'on est face à une réalité aujourd'hui qui nous dépasse et qui nous renvoie aussi à notre condition d'être humain, voilà. Et Mmh. c'est assez. Et j'en suis pas heureuse de cette crise parce qu'elle fait beaucoup de dégâts, mais en même temps de la conscience de notre condition et de l'impact qu'on a. C'est un mot aussi que j'utilise beaucoup, qui est très Ouais. très utilisé même dans mon domaine professionnel. Et voilà, et je pense qu'on est à un temps où on peut changer. Peut-être que je suis un peu utopiste, mais on peut essayer en tout cas faire évoluer de manière à accélérer comme cette crise voilà, qui nous renvoie à des réalités dramatiques que nous Mmh. avons causées. Bon, enfin, sinon, pour revenir à mon enfance, en fait, et ça rejoint, tu verras, je pense qu'il y a un vrai fil conducteur sur ce qui a fait ma vie et l'intérêt de ton podcast des extraterriens, en tout cas des sportifs de haut niveau que tu interviews. C'est les sensations, c'est les souvenirs que j'ai, sont des odeurs, c'est des émotions, et je remonte. Alors, mon souvenir sport, c'est le centre équestre. Ma mère faisait de D'accord. l'équitation et toute petite, elle nous emmenait dans le centre équestre et il y avait voilà, l'odeur du box du cheval et et l'animal en fait. Voilà, oui, c'est ce qui me vient. Et c'est toute la préparation avant d'aller au centre équestre, l'équipement. Mmh. De la voir se préparer, et nous d'assister au fait qu'elle enfin de son apprentissage, son rapport à l'animal, au cheval et de l'avoir monté à cheval et voilà. Ça c'est OK. voilà, il y a eu ça et après mon père aussi, alors je suis une famille de sportifs, hein, Mmh. sportifs, pas ni pro ni, loisirs, qui aimaient le Ouais. sport et mon père, c'était la course à pied. Donc c'est, voilà, prendre les baskets, et partir courir, ça voilà, ça c'était des moments aussi, où ils nous embarquaient, où alors c'est pas vraiment, enfin comment dire? C'est pas un sport, c'était pas encore le club, tu vois? J'ai Ouais. pas eu, même C'est pas si, l'athlétisme. non, où, mon père était vraiment passionné de karaté, à 5 ans, 6 ans, j'ai assisté à ces séances, ces cours de karaté, on était élèves, hein, et je Ouais. trouvais ça hyper violent. Je dis: «Qu'est-ce que c'est que ça?» Faut savoir à l'époque, hein, c'était quand Mmh. même, c'était pas le karaté d'aujourd'hui avec, celui qu'on connaît, de compétition, Mmh. olympique, hein, pour Tokyo là. C'est où on est à la touche. À l'époque, c'était bon, ça il y avait des nez cassés, des mâchoires fracturées, ça pouvait arriver sur les Ouais. compétitions et même à l'entraînement. Donc moi, ça m'avait pas du tout plu. Mais j'avais aussi ça, tu vois, il y a, quand tu es enfant, c'est les odeurs du dojo, espèce de Les odeurs de particulières, tu ouais. vois? Ouais, ouais, ou les sons aussi, les cris ou dans les centres équestres, le je sais pas, le cheval dans l'effort, le bruit
enfin parce qu'il y a dans la mâchoire ou le qui mâche là enfin tu vois, ou le mastic, ouais, enfin ou l'odeur le mort. de ce qu'ils mettent sur l'espèce de goudron, enfin c'est ça en fait qui me rappelle c'est ces souvenirs là. Ok, c'est marrant que ça soit un peu olfactif, mais Ouais. pour le coup, le dojo, je vois très très bien de quoi tu parles parce que j'ai fait 5 ans de judo. Mon père aussi était un ancien judoka et effectivement, t'as l'odeur du tatami et du kimono dans lequel on a un peu transpiré et qui est enfin qui est unique. Effectivement, ces bruits aussi ou de chute où ça résonne un peu parce que généralement c'est grand. Mais je vois très très bien. Je vois très très bien. Je vois très très bien ces bruits-là. Et juste par curiosité, l'équitation, c'est encore un sport que tu pratiques? Tu montes à cheval de temps en temps? Non, non, pas du tout. En fait, là, il se trouve que ma mère a eu un grave accident à, à cheval. Donc, elle faisait, en plus, c'était à l'occasion d'une soirée déguisée. Enfin, j'y étais pas, mais c'était Ok. voilà, au centre équestre. Et en fait, elle a laissé le pied dans l'étrier et elle a eu toute la malléole, toute la cheville. Broyée en fait, et donc elle a enfin broyé, tous les ligaments étaient déchirés, donc elle a été ça l'a handicapée et du coup elle a quand même continué à faire de l'équitation, elle a fait du dressage après et, et elle a, du coup elle a jamais voulu hein, que Ok. ils n'ont pas voulu qu'on fasse de l'équitation. Ah, et ça, il y a eu du fait de cet événement. Et puis aussi, c'est relativement cher quand même. Ouais, Ouais. c'était pas donné. Ouais, c'est un sport beaucoup plus dangereux qu'on ne le croit là, Ah oui. et qui est souvent qu'on sous-estime déjà beaucoup. Et est-ce que, enfin, je suis désolé d'avoir abordé ce sujet. Je savais pas du tout Non, mais tu vois, porter c'est la main, vie, mais hein. Non, non, non. ouais, C'est la vie. Ce sont des accidents. C'est comme ouais, tu dis, hein. C'est même dans toutes les disciplines, il peut y avoir des accidents et ça fait partie du risque quand on pratique une ouais. discipline, oui. Et ça t'a pas justement, en parlant de sport un petit peu dangereux, et tu mentionnais que le karaté était à l'époque beaucoup plus dangereux, c'est pas quelque chose justement qui t'a, enfin du coup j'ai l'impression, enfin j'allais dire quelque chose qui aurait pu te freiner dans ta pratique du karaté, mais j'ai plutôt l'impression que ça t'a plutôt renforcé. Et c'est, t'as eu une réflexion par rapport à ça, ou peut-être après coup de te dire, tu vois, moi, enfin, je prends mon exemple personnel, peut-être enfin il est pas du tout comparable, mais ma mère est quelqu'un de très fragile, très sensible, et moi, du coup, j'ai développé tout l'inverse, c'est-à-dire une espèce de résistance à la douleur beaucoup plus élevée qu'elle, justement, pour ne pas lui ressembler, ou pour juste, enfin, tu sais, je sais pas comment, un psy s'en donnerait, enfin, ma psy s'en donne à cœur joie, mais, euh, mais voilà, j'ai développé tout l'inverse. Donc, ça a été un phénomène un petit peu comme ça, quoi, où tu as grandi en miroir ou en opposition. Ouais, c'est intéressant parce que, comme je t'ai dit, à 6 ans, enfin même 5 ans, quand je voyais j'accompagnais donc mon père, hein, je trouvais ça extrêmement violent. Ouais. Et donc j'ai fait du karaté à 6 ans et j'ai arrêté très rapidement parce que déjà Ok. la pédagogie, l'enseignement était très dur. Hmm. J'ai pas spécialement souffert moi. Mais j'étais très émotive et on avait des séances d'étirement où l'enseignant appuyait en grand écart sur les hanches. Ok. Moi, j'étais très souple, alors j'avais pas de, mais ça créait quand on avait ces séances-là, il y avait une angoisse, une peur dans, Hmm. enfin, enfin, je rigolais pas parce que moi, ça m'a émue et je pleurais en fait. Je trouvais ça, mon grand frère qui était souple comme un clou, qui s'exprimait, enfin, qui exprimait vraiment ce qu'il ressentait, il pleurait. Ouais. Donc moi, Hmm. j'étais triste de le voir souffrir. Enfin, c'était atroce en fait, ouais, tu vois. Ouais. Donc j'ai arrêté tout de suite. Ouais.
Donc tu vois, là, la première relation à la discipline, c'était non, non, je veux pas en faire. Après, j'ai fait de l'athlétisme et j'ai repris le karaté qu'à 12 ans en ayant fait avant de la danse folklorique, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Et donc c'est avec l'athlé et c'était ou la enfin avec pas avec et j'ai pas eu et tu sais, il y a quelque chose à mon sens aussi de fondamental, c'est l'enseignant. J'ai Ouais. pas eu des Bah, j'allais te poser la enseignants, question, ouais. et c'est parce que mon père commençait à préparer les examens pour enseigner le karaté à 12 ans, il m'a dit voyant mon côté très introverti, et il m'a à nouveau sollicité, il me dit: «Viens», et là en fait, j'y suis allée parce que par amour pour mon père, sinon Mmh. j'aurais continué à danser sous les binious provençaux. Ouais. C'est c'est tu vois? C'est et j'avais Et comment il t'a convaincu? Il y a peut-être, tu as des mots qui et t'ont non, alors j'ai au-delà de pas un l'autorité souvenir, paternelle? c'était sans autorité, c'était vraiment, j'étais contrainte aussi de venir, pendant qu'il s'entraînait Mmh. et comme il était en train de passer ses examens pour enseigner, il donnait aussi des séances aux enfants et c'est là que j'y étais Ouais. aussi donc je Donc tu pense as vu, que je me rappelle pas qui me motivait par des arguments particuliers, tu vois? tu l'as juste vu. Voilà et donc ça démarrait, tu sais, j'aime à dire, souvent je le pense très sincèrement, je vis, j'ai vécu mes vies ou ma vie comme des histoires d'amour avec un grand A Mmh. et il se trouve que celle-là, avec le karaté, a mal commencé, Ouais. tu vois? Mais c'est une rencontre, en fait, ce sont des histoires de rencontres et comme des personnes mais c'est un groupe de personnes aussi que tu rencontres, Ouais. quand tu vas faire du sport et ça peut être en fonction de ta personnalité, des motivations, ça peut être d'être dans le groupe, ça peut être, enfin les motivations sont vraiment, diverses et variées Personnel. et et moi c'était, voilà peut-être, le besoin d'exister dans une fratrie, de m'affirmer inconsciemment parce que j'étais très, 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 très introvertie. Ouais. Autant dans OK. la cellule familiale, je pouvais, bon, j'étais à l'aise, mais à l'extérieur, je je ne communiquais pas. Je Ouais. n'arrivais pas à exprimer, ni mes à part je pleurais beaucoup, ça oui, donc c'est quand même une grande forme d'expression, mais sans la traduire, ni par des mots, ni, et tu vois, là, tu vois la suite de la Mmh. l'évolution de la personne là? C'est-à-dire que Qui aujourd'hui c'est fait des TEDx, qui parle devant, des centaines mais de oui, personnes et c'est une c'est belle ça. construction, ouais. C'est Ouais. parce qu'en fait, je pense que j'en avais j'a comme enfin, tu l'as exprimé, j'ai le feu, quoi. Je Mmh. sentais que j'avais des choses à exprimer, j'ai des Mmh. choses à dire, enfin et le karaté, ça a été extraordinaire. C'est-à-dire que c'était à la fois, très, très difficile parce qu'il Mmh. fallait et en même temps, très formateur ça a été un moyen, d'émancipation, de connaissance de moi, Ouais. à travers le corps en action et la Ouais. ren et la rencontre, de l'autre par une prise de risque aussi Mmh. et c'est une prise de risque dans un environnement, heu, j'ai eu la chance d'être dans un environnement bienveillant, heu, où, heu, où on avait, oui, il y a des objectifs, mais il y a d'abord une énergie, dans un Mmh. dojo, c'est une énergie, heu et encore une fois, les motivations de tout un chacun sont différentes et puis et c'est vraiment ça a été comme une éclosion, je me suis révélée à moi-même, en fait, grâce Ouais. à la pratique. C'est ça qui est tu vois, quand on parle de valeurs ou quand on parle du pouvoir du sport, c'est ça aussi. C'est Ouais. cette capacité à pouvoir permettre à l'individu, d'exister à part entière, par le corps en action et le corps en action, c'est aussi l'activation, c'est pas c'est extrêmement connecté au mental et c'est tous les champions le savent, mais cette connexion-là fait que
quand on est entouré des bonnes personnes ou on donne du sens à sa pratique, c'est extraordinaire. Mmh. J'ai vécu. Alors évidemment, c'est facile à dire aujourd'hui. Hein, je n'arrivais pas à l'exprimer à 15 ans ou même à Quoi? 20 ans. J'avais pas Mais cette réflexion-là. non, bah, c'est Je suis étonnant curieux. quand même. Mais et c'est normal et c'est ça qui est Ouais, beau bien sûr. aussi, c'est cette capacité à, enfin cette possibilité qui nous est donnée de pouvoir se découvrir, de faire. Quand je parle de la rencontre, ce sont des amitiés ou c'est Mmh. euh, et grâce à l'autre, hein, c'est ça. Ouais. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'aime bien aussi les. Alors, quand on parlait de la nature tout à l'heure, de l'environnement, je pense que et en fonction de sa personnalité, encore une fois, partir seul, faire du trail ou en préparation, ben ouais, t'es pas, pas que t'es jamais seul, mais il y a Mmh. une connexion qui se fait malgré tout. T'as une sensibilité. Et nous, dans les sports de combat, je pense que c'est comme si c'était un accélérateur de conscience. Ouais, Parce que dans la conscience de qui on est, mais aussi parce qu'en fait, on est en rapport direct avec l'autre. avec Euh, soi-même. et oui, et si on fait ce travail d'acceptation de soi, d'introspection, l'autre est en miroir. Ouais. Et quand je parle d'accélération, c'est qu'il y a une prise de risque en fait. On prend le risque d'avoir mal. Mmh. Tu vois, on Ouais. prend le risque oui, de se prendre un mauvais coup ou Puis euh, on se bah, rend vulnérable aussi vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire qu'on autorise l'autre à donner des coups. Et oui, je trouve que c'est s'ouvrir et enfin, se rendre vulnérable vis-à-vis de quelqu'un d'autre, c'est quelque chose de très fort, quoi. Je trouve que c'est quelque chose de très dur à faire aussi, tout simplement. Ouais. j'irai pas jusqu'à la vulnérabilité, même si, à mon sens, il y a peut-être une spécificité chez les sportifs et ça peut rejoindre la grande capacité de prédation, Ouais. parce qu'effectivement, on se met quand on est au travail et que notamment on est quand on est en travail pour performer et dans le sens anglo-saxon du terme, Mmh. euh, oui, ça rejoint cette notion-là de vulnérabilité. Euh, mais en même temps, pour moi, on doit pas en arriver là. À mon Ouais. sens, si on est en travail et qu'on est dans un environnement bienveillant, on doit avoir, comme quand tu parles de prise de risque, tu te mets pas en danger, Mmh. logiquement, tu vois. C'est-à-dire que tu es dans un cadre qui fait que tu vas pouvoir te dépasser tout en Ouais. étant euh, en voilà, mais dans un environnement où le dépassement de soi est possible parce que ton cadre est Oui. bienveillant et te permet de ce dépassement en sachant c'est ça en fait, cette recherche-là, de dire jusqu'où est-ce que je peux aller, que Ouais. ce soit alors le karaté, c'est assez intéressant. J'étais beaucoup sous l'influence aussi. C'est une discipline japonaise, donc un peu j'ai beaucoup lu. Mon enseignant était aussi athlète, mais il a fait des en club. Hein. Il est parti souvent au Japon et du coup, je sais plus ce que je vais te dire. Mais oui, sous un peu l'influence de la philosophie, le zen, Ouais. le cette notion de maîtrise de soi, mais en même temps, cet équilibre entre et c'est ce qui est compliqué, je rentre dans le vif du sujet peut-être aussi, c'est cet Vas-y, vas-y. équilibre entre le lâcher prise Ouais. et la maîtrise. Ouais. Maîtrise qui veut pas dire contrôle. Cet équilibre, cette recherche d'harmonie, d'équilibre, et qui rejoint aussi tout le travail de l'ego. Tu vois? Ouais. Et être en capacité, alors ça rejoint ce que tu dis sur la vulnérabilité, mais c'est pas la vulnérabilité, c'est pour ça que j'aime beaucoup le théâtre aussi. C'est cette capacité de faire le pas dans la prise de risque en se disant j'y vais, mais je sais pas forcément ce que ça va donner, donc lâcher prise, mais en même temps
en faisant en sorte que tu vas te nourrir et que tu vas grandir par cet engagement, tu vois? Je l'exprime pas forcément très bien, mais et et du coup, c'est sans arrêt ça. C'est comme quand je te parle de l'ego, c'est cette frontière entre la fierté et Ouais. l'orgueil. Et ça Mmh. rejoint, le fait, du sens. À un moment Ouais. donné, c'est moi quand, j'ai commencé à m'intéresser au zen, à me concentrer un peu plus sur ma respiration parce que j'étais, très, très sensible, très, C'est j'avais à pas quel âge que tu confiance l'as en eu? moi. C'était encore quand tu étais très jeune justement, Ah, vers, 17-18 ans, OK. je commençais à lire des ouvrages, j'entendais ce qu'on me disait, mais je comprenais pas. Et puis, et après, avec toujours cette quête, enfin cette recherche de se dire: «Mais» de savoir, de me dire que de comprendre que j'avais le feu quoi, j'avais envie de je sentais que je pouvais f et que j'avais j'avais envie d'y aller, j'étais très motivée, mais ça s'exprimait pas Ouais. et c'était, j'arrivais pas à exprimer, au niveau de la parole, mais aussi, sur le tatami, heu enfin, à la limite, non, c'est qu'en fait, sur le tatami, j'avais pas besoin de parler, Ouais. mais par contre, sans parler, le corps parlait pour moi, en fait. Ouais. Donc, j'étais et d'ailleurs, j'ai aussi été identifiée et je savais que j'étais quelqu'un de très offensif. Ouais. J'avais D'accord. besoin tu vois, d'y aller et où j'ai dû apprendre, en milieu de carrière et grâce à des partenaires. Je dis bien partenaires, c'est aussi fondamental. Je dis pas adversaire, je dis partenaire. Que ce soit et même en compétition. Je suis pas en concurrence en compétition, j'apprends. Là, Ouais. c'est pour ça que j'ai vu dans tes questions aussi le fait de l'échec. L'échec n'existe pas. La Mmh. défaite n'existe pas. Tu vois? Mmh. Pour moi, c'est des leçons. C'est j'apprends, c'est: «Ah très bien, ça elle sait faire, moi je n'y arrive pas, pourquoi?» Ouais. Quelle est est-ce que c'est des qualités intrinsèques, enfin des qualités qu'elle a, heu, pourquoi je les ai pas? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer sur ce que j'identifie chez l'autre, qui est formidable? Mmh. Tu vois? Et ça rejoint enfin et tu vois, c'est une espèce de millefeuille comme ça, de maillage entre, Ouais. entre à la fois sur ce Shingitai qui va rejoindre des qualités mentales, techniques et physiques. D'accord. Voilà Ouais. et quand tu as les 3 et que tu travailles en équilibre sur les 3 ou que tu identifies ce sur quoi tu peux travailler ou que tu as identifié tes qualités, voilà, tu continues à y travailler et après Mmh. tu te dis: «Ah oui, ça je sais pas». Être sur la défensive, travailler Mmh. ne considérer que 3 minutes de combat, considérer que tu n'attends pas, mais tu laisses venir. C'est tu vois, c'est des notions comme ça, mais qui en fait, enfin tu disais tout à l'heure, mais ça se traduit dans ta vie en fait. Ouais. Ouais, ouais, C'est-à-dire que d'être complètement. toujours proactif, tu as l'impression que si tu prends toujours ton bouquin et que tu lis, tu perds du temps, et que tu as tellement de choses à faire. Mais prends-le Mmh. ce temps-là. Ouais. Si mais moi je me rappelle que j'étais une vraie, surexcitée du travail, c'était permanent, il fallait tout le temps et que si je m'accordais un temps pour un livre ou un film, c'est un temps que je passais pas à faire autre chose et sur le tatami, Ouais. c'est pareil, tu vois? Alors qu'en fait Et non, c'est tout à fait, comme si tu te dis, «Je vais faire, mon gainage, je vais» enfin aujourd'hui on se le dit plus, tu vois? «Faire mon circuit de musculation», mmh. et tu fais pas d'étirements. Ou Ouais. tu fais que de la prépa, tu es tout le temps sur le terrain, machin et Tu fais jamais tu la récup. eh oui. Voilà, ou alors tu vas, il y a des natures comme ça, il y a des gens qui vont adorer faire du gainage, ah, ils vont être bien sculptés et tout ça mais parce qu'ils aiment ça, ils le font naturellement alors que faire des étirements, ils auront pas envie. Alors que, Ouais. aujourd'hui, on sait que c'est fondamental. Enfin, c'est c'est Ouais, bah, ça, il c'est faut clair. en faire autant que ta prépa physique. Mmh. Bah, si ce n'est plus, hein. Franchement, en vrai, Tout à je fait. vois avec l'âge, moi, je peux plus m'entraîner tous les jours et je peux et je dois m'étirer tous les jours et prendre soin de mon corps, tous les jours. Ça, c'est clair et mais tu vois, quand tu m'as expliqué tout ça, j'ai eu une réflexion qui était de me dire,
Et notamment, c'est aussi lié à ce que tu me disais plus tard sur vraiment, c'est lié énormément à la pédagogie, à l'enseignant. Et comme il y a une dimension très cérébrale, en tout cas qu'on comprend bien quand tu l'expliques sur le karaté, avec la conscience du corps, en même temps la technique, la geste parfait, la gestion du combat. Tu penses pas que c'est un des sports enfin justement que les sports de combat sont les sports les plus durs à transmettre et les plus durs à enseigner? Et moi justement, j'aimerais te poser justement cette question-là par rapport à Fight for Dignity. Tu vois, c'est qu'est-ce que tu as créé un petit peu, si tu veux, ton propre programme, euh, et tu formes des gens aujourd'hui pour qu'ils puissent l'enseigner à des femmes et transmettre des exercices, des choses à des femmes. Qu'est-ce que tu as pioché, toi, dans le karaté de positif que tu transmets aujourd'hui justement dans ton association, et qu'est-ce que tu as au contraire peut-être mis de côté, parce il y a quand même eu au début, tu as enfin t'as mentionné plusieurs fois le champ lexical, un peu de la violence, peut-être un petit peu de la souffrance quand tu évoquais ton frère. Et du coup, ouais, je voulais savoir un petit peu qu'est-ce que tu avais gardé toi et qu'est-ce que tu avais peut-être mis de côté sur dans aujourd'hui la transmission que tu fais via ton association. Alors, tu as parlé de perfection du geste parfait. À mon sens, il n'existe pas. Hein, ça, je préfère. Déjà, je fais une petite Voilà, parenthèse. la recherche Ouais, de ouais, ouais, parce que ça, c'est la perfection pour moi, elle n'existe pas. C'est le travail, oui, la répétition, oui. En fait, et Fight for Dignity, c'est né c'est une structure que j'ai. Alors aujourd'hui, bon, ce qui est formidable, qui a été créé en 2017 et c'est les équipes aujourd'hui qui font un travail formidable. Et tu sais, comme pour tout, c'est un travail d'équipe. Et je trouve que la force des arts martiaux, je dis arts martiaux parce que j'aimerais bien qu'on considère aussi à un moment donné le disport. Enfin, qu'est-ce que le sport? Enfin, moi, je pense que beaucoup d'athlètes sont des artistes dans le sens de la création, de la sensibilité et de le, euh, euh, oui, il y a une forme de, euh, je pense à ça aussi parce que je fais encore une digression. Je suis partie du jury du prix Jules Rimet et donc on a la chance d'avoir des auteurs qui sont passionnés de sport et qui ont écrit des livres sur des athlètes. Le dernier qui a été primé, c'est un livre sur le premier champion olympique d'équitation Ouais. japonais. Et, euh, et pourquoi je vous parle c'est un baron, le baron Nishi. Et en fait, je parle de ça parce que on a fait un petit recueil autour de Diego Maradona. D'accord. Euh, et, et, et en fait, très modestement, en écrivant quelques lignes sur cet homme, c'était de me rendre compte que, euh, et pour beaucoup dans l'histoire des sportifs, enfin des sportifs remarquables qui ont été extrêmement populaires, ils ont, à mon sens, ils ont le même statut de grands artistes. Et l'attente qu'on a vis-à-vis d'eux, c'est une forme d'inaccessibilité, d'exploit, hein, tu vois. Et ça, euh, enfin, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais oui, C'est parce pas que je te grave, disais arts j'adore. martiaux, je te disais arts martiaux, les arts Ouais. martiaux, et c'est cette dimension, cette dimension-là qui parfois d'ailleurs peut provoquer dans l'imaginaire beaucoup de stéréotypes ou de préjugés sur le fait qu'on fasse du karaté, du Ouais. judo, et qu'en plus ça vient d'un pays lointain, une culture très différente de la nôtre. Mais, mais en tout cas, ce qui est intéressant, ça a été par rapport au karaté, d'abord la force en France, et je pense au judo aussi, ça a été l'appropriation de la, de la discipline qui n'est pas dans notre culture occidentale et, et voilà, et peut-être oui, de l'adapter à notre propre culture. Ouais. Je trouve que et je pense que
les fondamentaux. Enfin, j'en parlais tout à l'heure. C'est la base, c'est le fait que symboliquement, dans les arts martiaux, c'est le combat, c'est le fait que symboliquement à la fin il y en a un qui meurt. Enfin, Ouais. ça te ramène ça te ramène en fait à ta mortalité. Et on aurait peut-être tendance aujourd'hui à, se croire assez immortel ou à penser qu'on est invincible. Ouais. Et en fait, ça a été une conscience très, très. C'est une conscience que j'ai eue très rapidement. Dans la prise du risque d'avoir mal, et en même temps, la prise de risque de se prendre des coups, d'avoir mal, et en même temps de savoir que cette symbolique-là de la mort, en fait, Ouais. à la fin d'un combat, à la fin d'une carrière, un combat 3 minutes, une compétition 2 heures. Ouais. 6 combats maximum qui s'enchaînent et une carrière. Bon, j'ai fait 15 internationales, mais et une vie. Donc après, tu dis, tu en fais quoi? Ça, tu vois, c'est la base. Ouais. Et après, sur ça, tu vois, quand tu demandes, oui, comment tu fais la performance? Enfin, déjà mentalement, c'est dire bon, si je sais ça, je fais quoi de ma vie? Ouais. Parce qu'il faut partir de là après dans mon engagement. Qu'est-ce que je fais moi en tant que femme karatéka qui ait compris ça? Et ensuite, après, quand on dit être performant, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait là de manière vitale? On respire, mais Mmh. parce que tu le fais naturellement de respirer. Mais quand tu vois dans l'effort qu'à un moment donné, t'as plus de souffle ou que ça t'empêche de tenir ton combat ou quand tu comprends que arriver à maîtriser, à contrôler ou à te faire ce travail d'introspection et ta respiration va t'aider à t'apaiser. La respiration va t'aider à faire circuler ton énergie, va t'aider à bien te connecter, potentiellement à faire ce qu'il faut pour être disponible psychologiquement. Enfin, c'est simple, hein, on part de quelque chose de vital, la respiration. Et ensuite, Ouais. autre fait vital et très instinctif, manger. Tu vois, mais même toi, Ouais. tu le dis quand tu poses la question à tes invités, manger, mais tu es ce que tu manges, tu vois. Ouais. Et c'est la même chose, c'est ton carburant. Aujourd'hui, enfin nous en tout cas, on a encore le choix ici bon, même si ça peut être un budget, mais c'est toi qui choisis ton budget aussi de bien manger, tu vois. Mmh. Voilà. Et donc pour en revenir à Fight for Dignity, ces petites choses-là que j'ai, bon, l'alimentation, c'est quand même, bon, je l'évoque pas, mais ça peut être des syndromes chez les victimes, Ouais. des problèmes d'alimentation. Mais en tout cas, le, ce que j'ai compris du karaté, eh ben c'est ça que je transmets en fait. Je Ouais. le transmets à des personnes à qui ont connu qui sont traumatisées psychologiquement parce qu'elles ont connu des violences à un moment donné physiques. Mmh. C'est leur corps qui a subi des violences. Et la question que je me suis posée quand j'ai travaillé quand j'ai commencé avec le docteur Denis Mukwege, donc qui est gynécologue, qui a été en 2018 co-prix Nobel de la paix avec Nadia Morad, et que j'ai découvert le viol utilisé comme arme de guerre, je ne savais pas que ça existait. En 2014, donc il est congolais, dans l'est du Congo, dans le Kivu. Je me suis dit, mais il est gynécologue, si tu veux, c'est ça, c'est cette rencontre d'un homme qui accompagne les femmes qui, qui donnent la vie et qui est devenu un chirurgien spécialiste d'une chirurgie réparatrice des parties génitales qui ont Mmh. été fracassées de manière tout à fait barbare par ces violences-là. Et moi, pour moi, c'est vrai que je suis femme aussi, donc ça m'a d'autant plus touchée en faisant aussi le constat. Euh, En comparaison, mais ça n'est pas venu tout de suite en tant qu'athlète, des inégalités. Mmh. Et donc voilà, c'est né de rencontres de survivantes
en RD Congo. Avant, j'ai fait en Afghanistan aussi avec Pli International, qui à l'époque s'appelait Sport sans frontières. Et là, ça rejoint plus vraiment la condition des femmes dans notre liberté de pouvoir avoir accès au sport. Quand tu vas dans ces pays, dans ce pays-là en l'occurrence, l'Afghanistan, qui est un pays magnifique, mais qui a enchaîné guerre sur guerre. Enfin, tu vois, espèce de quand je te parlais de la condition d'être humain, tu te dis bon, j'ai pas connu la guerre et en plus quand tu es femme ou tu te dis on a quand même du boulot sur les égalités, égalité femmes-hommes, et bien là dans ce pays-là, faire du sport c'est au péril de ta vie. Donc quand tu te rends compte de ça, eh bien moi je peux pas m'empêcher de me dire j'aime le sport. Je sais à quel point j'ai fait 15 ans d'éducation par le sport à travers des associations extraordinaires, l'Agence pour l'éducation par le sport. Donc j'ai eu la chance de rencontrer des experts aussi, des gens qui étaient convaincus, tu vois. L'Agence d'éducation par le sport, Fais-nous rêver, qui à l'époque se Fais-nous rêver, Premier de cordée qui travaille avec les enfants dans les hôpitaux, Pli International maintenant. Où grâce à ces personnes-là, j'ai aussi et la rencontre des enfants. Ça a commencé par les enfants. Un quartier nord à Marseille, à Haïti, Burundi, et des gens qui étaient passionnés, qui croyaient aussi que ça pouvait changer les choses. Ça a commencé comme ça, hein, tu sais, Barthélemy. Et ensuite, je me suis impliquée dans les conseils d'administration, je me suis impliquée sur le terrain, un mois à Kaboul, Haïti, à post-séisme, accord de paix entre les rebelles et les milices et le gouvernement burundais avec le marathon de la paix. Et voilà, et naturellement, il a fallu que je fasse cette rencontre avec le docteur, et je me suis dit, mais où le constat, pour en revenir à mon début, le constat, c'est que évidemment, les femmes et les enfants en première ligne, dans les conflits post-conflits, le corps, dans ces situations-là, le corps où la victime et là les survivantes sont survivantes parce qu'elles ont connu un traumatisme par le corps. Rien n'est proposé de manière accessible et adaptée à l'état du corps et de l'état psychoclinique qui est lié à la violence par le corps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et même en France aussi, puisqu'on travaille aussi en France, une femme qui est victime de viol utilisé comme arme de guerre au Congo, de violences conjugales en France, ou d'excision, ou de pédocriminalité, d'elle-même, elle va avoir un rapport à son corps très négatif, parce que le corps égale souffrance, et donc du coup, elle va... Si personne... le problème, c'est que personne... Alors, elle peut faire une démarche personnelle, tu vois, d'aller dans une salle. Il y a plein de femmes avec une capacité de résilience très, très différente d'une personne à une autre. Donc, tu as plein de jeunes femmes, de femmes qui, après avoir subi des violences, des viols, la pédocriminalité, des l'excision, qui vont aller faire du sport, et qui vont sans signaler. Pourquoi Parce que d'abord, c'est très tabou, et les enseignants ne sont pas préparés. Psychologiquement, ou pédagogiquement, mais la question elle est là, c'est-à-dire que quand tu as quand tu as connu des violences, comment les personnes vont pouvoir t'accompagner en connaissance de cause pour te permettre d'avoir un autre rapport à ton corps et à toi-même, en fait, tu vois. Et je trouve que, en fait, le karaté, mais à mon sens, aujourd'hui, c'est le karaté parce que je suis karatéka et que je l'ai expérimenté moi-même, de la connexion, de la nécessité et de la force grâce au travail d'introspection qu'on fait, qu'est le karaté dans cette capacité d'équilibre et de connaissance de soi, de son corps. C'est la force du sport en général, ça, tu vois. Et donc nous, tout ce qu'on se dit, c'est qu'il faut que ce qu'on sait
de ces, alors je vais te donner des exemples concrets, mais de l'activité physique en l'occurrence, on est sur l'activité physique adaptée aux spécificités des violences, donc au traumatisme psychologique qu'elles entraînent et au fait que les femmes et les jeunes filles ne veulent plus avoir de rapport à leur corps, eh bien qu'on les reconnecte en connaissance de cause. Ça veut dire que il y a des syndromes post-traumatiques. Je sais pas, ça va être par exemple des tensions. Elles vont avoir des tensions corporelles, mal de tête, mal de ventre, mais comme ça. Elles vont avoir, quand tu as connu des violences extrêmes, tu as ce qu'on appelle la mémoire traumatique, et tu vas avoir des dissociations, des flashbacks, et ça va te revenir, mais une odeur, un bruit, tu vas être en hypervigilance, ce sont des syndromes très spécifiques. Ouais. Qui sont liés à des traumatismes et que tu retrouves par exemple aussi très bien chez les militaires par exemple qui ont vécu des zones de guerre aussi. Exactement. Ouais. Exactement. Et simplement la victime en fait ne se rend pas compte que ce qu'elle éprouve est lié aux violences. Elle n'a pas conscience. Et donc simplement lui dire écoute, elle a un souvenir qui est complètement décorrélé de ce qui peut être une odeur ou un bruit à ce moment-là et qui en fait est complètement associé par son cerveau mais dont elle n'a pas confiance. Voilà, ou le fait on a eu des où il y a du déni, où on a eu des jeunes filles au Congo qui nous et ça c'est le docteur aussi qui nous l'a appris, qui vont être frigides ou en hypersexualité, ou qui vont tu vois, enfin c'est des choses qu'on réalise pas forcément, ou même et on le voit aussi, on a fait une campagne pour permettre aux jeunes athlètes aussi, ou qui ne sont d'ailleurs parfois pas jeunes, mais on l'a vu avec Sarah Abitbol ou Catherine Debec en France, qui ont été des athlètes victimes de violences sexuelles et qui sont sortis du silence, mais parfois aussi on a de l'automutilation, ou des femmes avec qui on travaille dans les groupes de parole, elles vont te dire, elles vont pas se rendre compte qu'elles sont obèses parce qu'en fait elles ont été victimes de pédocriminalité et qu'en fait elles ont des crises de boulimie, ou parce qu'elles vont pas bien psychologiquement à cause elles vont pas faire le lien. Enfin, le tout est que cette situation-là psychoclinique, nous en travaillant avec des psychocliniciens, on essaie de bien les identifier pour qu'ensuite la pratique avec le corps en action permette de, comme je t'ai dit, pour nous aussi, c'est un accélérateur de conscience, de manière extrêmement positive et bienveillante, à travers effectivement une pédagogie et une méthode adaptée, fasse qu'elle se reconnecte. Alors, des fois, on part de très très loin, et qu'en même temps, ce soit joyeux, c'est ludique, c'est des moments de rencontre avec d'autres femmes, c'est des moments où elles savent pourquoi elles sont là, on le fait aussi dans un cadre très spécifique, pluridisciplinaire, c'est assez fondamental, parce qu'elles sont en travail. Elles voient le psychoclinicien, la sage-femme, le sexologue. Elles ont possibilité en France, à Saint-Denis, à la Maison des femmes de Saint-Denis, de porter plainte sur place. Ça s'est jamais arrivé précédemment, pour leur mettre tout à disposition pour qu'elles aillent mieux et qu'elles progressent dans le travail de manière extrêmement courageuse qu'elles font sur elles, parce qu'on leur en donne les possibilités, et encore une fois de manière avec de vraies expertises et de manière bienveillante. Et nous, donc Fight for Dignity, on arrive par le corps, on apporte cette partie-là qui tu vois, je me dis, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui on a des millions, un nombre considérable de victimes, et que on ne se soit jamais penché sur la capacité du corps, qui a été la source du mal, à travailler en étant adapté, à la souffrance en fait.
Et si nous, tu vois, si nous on considère que le mouvement sportif, que le sport a cette force d'éducation, de santé, on le voit avec avec la Covid. On sait à quel point c'est important et à quel point ça peut faire du bien d'être actif, d'être en mouvement. Imagine sur ce public-là. Je me dis mais comment se fait-il que rien n'a été encore proposé? Il y a eu on le fait par exemple pour la rémission cancer. Là où ça, on commence à penser que c'est quand même plutôt bien que les personnes qui vont mieux, on leur fait faire du sport et de l'activité physique. Exactement. C'est bien ça, c'est l'activité physique adaptée. Donc pourquoi pas pour ce public? Ce que tu dis, ça me fait penser à deux choses. La première, c'est, je sais pas si tu l'as lu, mais c'est un livre absolument formidable qui s'appelle L'intelligence émotionnelle de Daniel Goleman. C'est un grand professeur de psychologie et en fait qui a été un des premiers psychologues en fait à aller travailler avec des gens qui font de la neuroscience et à faire en fait des passerelles justement entre des études psychiatriques et tournées sur le cerveau avec vraiment de la science et de l'analyse du cerveau par l'image. Et une des expériences qui montre en fait et que moi j'ai trouvé justement fascinante, c'était justement sur des personnes qui sont touchées par des maladies très graves et à qui on annonce à qui il reste très peu de temps à vivre. Et dans ces expériences, en fait, il y a un côté où en fait, les patients en fait vont exprimer le plus possible leur douleur, c'est-à-dire parler à des psychothérapeutes, des psychologues, avoir justement de l'activité physique dans laquelle ils vont pouvoir exprimer leur souffrance et pouvoir exprimer toute l'énergie un peu négative qui les prend. Et de l'autre côté, on fait absolument rien, c'est-à-dire on laisse ces gens un petit peu dans l'isolement, comme un peu actuellement, si tu veux, dans un hôpital, avec sans suivi. Et ce qui se rend compte, c'est que le premier groupe, les gens qui justement en fait font du sport, expriment tout ça, et dans la réalité des faits, vivent 3 fois plus longtemps. Et donc ça montre à quel point c'est absolument, c'est absolument fou. Et aussi, la deuxième chose à laquelle ça me fait penser, c'est moi j'aime beaucoup le conditionnement par le sport. Tu vois, on a parlé de respiration ou quoi, mais la force du corps, à quel point en fait il peut influencer ton esprit. Tu vois, je me sens malheureux, et une des premières choses que je vais faire, je vais me tenir droit, omoplate resserré, le menton haut, je respire, je vais marcher, je vais parler un petit peu avec les mains, et 2 minutes plus tard, je vais me sentir beaucoup plus heureux, tu vois. Et je sais pas à quel point toi tu utilises un peu ce genre de technique, et d'ailleurs je serais curieux d'avoir peut-être 1 ou 2 exercices que tu pourras donner en direct comme ça, qui peuvent être super intéressants. Mais c'est fou. Toi tu disais qu'il y avait rien dans la pratique sportive qui était faite pour justement soigner, alors qu'en fait ça fait des années quand même qu'on sait que le corps influence l'esprit et que on peut faire plein de choses avec, quoi. C'était juste et c'est trop bien que des gens comme toi arrivent et soient là. Heureusement qu'il y a des gens comme toi, Sarah, qui utilisent un petit peu cette connaissance, mais qui vont l'adapter à des pathologies, c'est pas du tout le bon terme, mais à des situations très spécifiques. De vulnérabilité. Mais c'est tellement, parce que, si tu veux, si on considère que ça a un impact sur nous, athlètes, et c'est ça que c'est important, quand on parlait d'engagement, de le partager. Il faut être généreux. Et ça rejoint le sens. Pourquoi je fais, tu vois, Barthélémy, pourquoi est-ce que, si je le fais, si je le fais je suis champion pour la médaille, moi ça ne m'intéresse pas. Je le fais pour la rencontre, je le fais pour le partage, pour les émotions que ça crée, à la fois des personnes qui m'ont accompagné, parce que c'est un travail d'équipe, et pour me dire j'ai compris ça, et par le corps en action. Aujourd'hui, arrêtons de couper, et encore plus pour les femmes, arrêtons de couper le corps de la tête. Nous, on a l'impression les inégalités, elles viennent de la spécificité du genre, quoi. Ça suffit.
Je veux dire, le sport, qu'on soit un homme ou une femme, il n'y a pas de différence. Moi, je suis rentrée en étant karatéka, toutes les nouvelles disciplines, la boxe, le rugby, sur ces disciplines, alors que le football aux États-Unis, ça fait partie c'est accessible pour les petites à l'univers, enfin, à l'école, etc. Ils se posent pas la question, mais culturellement, on nous met dans des cases. Ça suffit. Ça suffit, les inégalités. Le viol utilisé comme arme de guerre, majoritairement, c'est des méthodes, et c'est les femmes qu'on vise. Et c'est les enfants. Ça suffit, quoi. Et je me dis, comment se fait-il aujourd'hui que on n'est pas qu'un cerveau, quoi. Et nous, ce qu'on fait dans le sport, c'est que c'est sans arrêt cet aller-retour. Et c'est formidable, et c'est épanouissant. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc, le constat que j'ai fait, c'est qu'à un moment donné, ces femmes-là, si on dit que c'est merveilleux, elles doivent y avoir accès. C'est tout. Les jeunes filles et les femmes. Les conséquences, comme dit le docteur Mukwege, les conséquences, c'est que il y a un cancer et c'est les métastases, en fait. C'est-à-dire qu'une petite, la matrice, ce sont les femmes, c'est les femmes qui donnent la vie. Si tu flingues la femme derrière, la société, elle est fichue, et ça fait des traumatismes, ça fait des enfants traumatisés, et ça continue. Et c'est ça, je me dis, nous, modestement, on sait de quoi on parle, parce qu'on parle du corps. Mettons cette expertise, cette expérience au profit des personnes qui sont en grande difficulté, et sont en difficulté parce qu'on les a cassés par le corps. Je m'emballe, mais parce que c'est ça. T'as raison. C'est un sujet qui est tellement prenant. En fait, je vais te dire, c'est que pourquoi j'ai créé cette structure, parce que ça fonctionne, c'est une vraie solution. Parce que les petites au Congo, moi je me suis dit, réappropriation du corps, estime de soi. Voilà, c'était les deux fondamentaux. Moi, quand les petites, au bout de 2 ans, en ayant de manière très artisanale et de manière très intuitive formé Franck, les petites, elles sont venues, elles sont là assez longtemps, hein, elles sont convalescentes, elles ont des syndromes qui sont terribles. Elles ont l'enfant issu du viol, elles ont l'opération qui n'a pas fonctionné, donc elles sont toujours pipi caca sur elles. Elles ont le sida, elles sont rejetées par la communauté, elles sont stigmatisées. Il n'y a pas d'inclusion, et les petites, tu te dis, qui pour parfois sont dans des états suicidaires, etc. Les petites qui me disent, eh ben moi j'ai envie d'aller au village, j'ai envie d'aller à Goma, et je veux transmettre à ma grand-mère, à ma tante. J'ai envie de voilà. Je me dis, mais what? Tu veux que je lâche ça? Et quand je sais que par ailleurs il y a rien. Quand je viens en France et qu'on me dit, ah mais c'est bien ce que vous faites, pourquoi vous faites pas en France? Je me suis dit, mais en France il y a plein d'associations, c'est acté que le corps est pris en compte dans la réparation des victimes. Eh bien non. Moi, c'est le combat de ma vie, ça. Je me dis que cette expertise qu'on a, nous, par le corps, même si je l'ai fait à très haut niveau, il faut que ce soit à la disposition de ce public-là. Et en fait, c'est très simple ce qu'on fait. C'est ce que tout le monde va chercher quand on prend ses baskets, et en ce moment, on peut difficilement faire autre chose, et qu'on va courir, ou qu'on va regarder on va faire du yoga, ou on va faire ces petites activités avec un coach dans son salon, par exemple. Et ce qui est extrêmement important, c'est ce qu'on fait nous quand on s'analyse pour être performant en tant qu'athlète, c'est de se dire de quoi ces femmes ont-elles besoin. Quelles sont les spécificités? Il faut comprendre par où ça passe chez elles. Il faut échanger, il faut être à l'écoute, il faut parler, il faut arrêter on va parler aussi et je le fais pas, c'est pas moi directement, c'est toute l'équipe avec qui on travaille. Nous, c'est le psychoclinicien, c'est le sexologue, c'est la sage-femme, c'est la gynéco en France ou au Congo. Et nous, on vient et on essaie par le corps, encore une fois, en étant à l'écoute, de dire, voilà, tu as des tensions dans le corps. Donc, ces tensions-là, tu n'as pas de sensation. Ces femmes n'ont pas de sensation. Donc, on va nommer les parties du corps. Tout le long de la séance, ce sont des séances. C'est pas de la self-défense, on s'en moque, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là non plus, on n'a pas d'objectif. C'est un temps donné dans leur vie qu'elles se sont accordées pour essayer de se sortir de cette situation dramatique, tragique dans laquelle elles sont, avec des parcours différents pour toutes ces femmes. Et nous, on arrive pour qu'elles passent un moment, qu'elles se reconnectent à elles. Et donc, quand je te dis qu'elles sont en dissociation ou qu'elles ont du mal à se concentrer, hop, on les ramène. Et on fait ça ensemble. C'est un groupe, c'est entre femmes. On s'en moque, on va pas leur poser la question, qu'est-ce qui t'est arrivé? Non. On est là, déjà, il n'y a pas de question. On est bienveillante, on est positive.
C'est ce qu'on transmet aux enseignantes aujourd'hui, et on va travailler sur des choses extrêmement simples, basiques dans le sport, sur des techniques simples qu'on répète sans arrêt chaque semaine. On est dans la répétition parce qu'il y a des problèmes de concentration, parce qu'elles sont aussi en travail et qu'elles ont des problèmes de mémorisation, parce qu'elles n'ont pas confiance en elles aussi. Donc on fait des choses très simples et qui sont basées sur contraction des contractions. Ouais. Voilà. Ça, quand je te dis contraction des contractions, c'est des choses qu'on fait naturellement à l'entraînement et pas qu'en karaté. Si tu veux être efficace, rapide et que tu veux être précis, tu vas pas arriver comme un bourrin avec un point complètement contracté jusqu'à ta cible. Tu es décontracté. Mais par contre, quand tu arrives sur ta cible, tu es en contraction. Et là, tu vois, c'est cette notion-là qu'on a simplifiée et qu'on a adaptée parce que ces femmes-là, elles sont tout le temps contractées, et comme elles se rendent pas compte, eh ben on travaille sur contraction des contractions, et on travaille aussi sur le bassin. La zone principale, c'est le bassin, c'est le périnée, c'est là où ça a fait mal, et on le valorise. On va parler du hara, de l'énergie vitale, on va parler de ce qui est tabou, on va parler de on va se baser sur tout ce qui fait qu'on est des, que parfois on se mais tous les humains, on va parler de c'est tabou parce qu'on va parler de zones, on va parler de sexe, on va parler d'endroits où, je suis désolée, enfin tu es jeune papa, donner la vie, c'est Ne sois pas désolé, tu sais, la mère de mon fils est en train de passer un diplôme de sexothérapeute. Elle accompagne des femmes, tu vois, qui ont perdu leur sexualité, et elle les aide à les retrouver. Et souvent, la perte de la sexualité, c'est ou en tout cas ce qu'on pourrait appeler un dérèglement de la sexualité, c'est souvent une conséquence, tu vois, d'un traumatisme psychologique et parfois physique. Et oui. Donc, tu sais, moi, j'en entends parler tous les jours. Mon périnée, je le muscle tous les jours. La respiration, la respiration pour me reconnecter à mon énergie tantrique et mon énergie, je le fais tous les jours. Et tu vois, et en fait, tu vois, ce que tu dis, ça me résonne pas très profondément en moi, parce que des fois, je dis justement à Aurélie, tu vois, que effectivement, elle passe par des exercices autour de la sexualité, mais parfois, en fait, le mal ou le traumatisme ou le problème, en fait, il est encore plus profond, et que du coup, elle doit aussi élargir ses chakras pour effectivement recommander à ses patientes d'aller courir, d'aller s'étirer, de méditer, et de faire plein d'autres exercices, parce qu'en fait je pense qu'il y a qu'une approche holistique, tu vois, qui peut vraiment durer dans le temps. Tu vois, tu peux peut-être trouver des petits pansements, mais avec une discipline en particulier, ou peut-être tu toucheras peut-être un plus petit nombre de personnes, mais si tu veux vraiment toucher beaucoup de gens, il faut vraiment avoir une approche de conscience et vraiment globale, quoi. Donc, dis-moi si je dis n'importe quoi, c'est toi la spécialiste. Non, mais absolument, je ne le suis pas. Tu sais, c'est ça aussi, l'humilité, enfin, la singularité de chaque être humain. Je veux dire que c'est comme quand c'est ça qui est extraordinaire, et c'est ce que j'aime aussi dans cette chance que j'ai eue aujourd'hui de travailler dans ce ministère de l'Europe des Affaires étrangères, c'est la culture, c'est de rencontrer. Quand on est athlète aussi, j'aime à dire que on est quand on a fait des compétitions internationales, ou quand j'ai eu cette curiosité, cette volonté, cette envie de découvrir l'autre, d'aller vers l'autre, d'aller vers une autre culture, je me suis dit, mais je sais que je ne sais rien. Je sais à peine, je comprends à peine ma propre culture dans son histoire, imagine quand tu vas en Afghanistan, quand tu vas dans d'autres pays, et quand donc tu fasses à quelqu'un qui a subi des violences que je ne peux même pas m'imaginer, en fait. Donc moi, qu'est-ce que je fais? J'essaie de comprendre par où ça passe chez cette personne, et de m'entourer de personnes, comme tu dis, c'est holistique. Et déjà sur la spécificité qu'on fait avec Fight for Dignity, on sait que ça passe par un volet psychoclinique, et que du coup on essaie de répondre, mais on en est au balbutiement, parce qu'il y a tant à faire, et que même la séance en elle-même, elle est on fait pas que du karaté. On est tellement loin des a priori, des préjugés qu'on a sur la pratique du karaté. On est sur
c'est un peu aussi, on me dit ah mais quand même Laurence, t'es plutôt douce hein, comme personne, tu fais du karaté, ou à l'inverse on va me dire oh t'es pas trop Et, marquée, ou alors on va me dire ah mais t'es pas homosexuel, enfin tous ces espèces de préjugés qu'on a ouais. sur une discipline, Les gens n'aiment et pas les dans paradoxes. exactement, et donc le travail par exemple sur les séances, quand je te dis on fait de la sophro, c'est juste de l'introspection, de la conscience des parties du corps qu'on nomme systématiquement. On nomme et on leur demande est-ce que vous sentez. On pose des questions. On leur demande oui, tu peux faire. Oui, si tu veux pas faire, tu ne fais pas. Mm. Une femme qui était 20 ans sous l'emprise d'un homme violent, Mm. tu crois qu'elle pouvait dire non, cette femme-là? Mm. Elle est tout le temps en train de calculer, de faire en sorte qu'elle va pas s'en prendre un et que quand elle était sous emprise, jamais tu vas dire non. Mm. Là, on va leur dire tu as le choix. Tu fais ou tu ne fais pas. Et tout l'objectif à la fin, c'est l'autonomie, c'est l'émancipation, c'est l'inclusion. Que cette femme aujourd'hui, elle sorte de la séance et qu'elle a fait un parcours de 6 mois de pratique et qu'elle te dise oh j'aimerais bien faire du karaté. Mm. Ou alors oh j'aimerais bien faire du yoga. Wow, j'aimerais bien faire de la méditation. Où est-ce que je peux? Yes! Ouais. Et parce qu'on cherche l'inclusion, on travaille ensemble, on est en groupe aussi. Ouais. Et toutes les femmes n'ont pas envie. Hein. Après, nous, on est dans un cas très particulier. Comme tu l'as dit, il y en a qui vont préférer prendre leur basket, il y en a qui vont préférer y aller courir, qui vont préférer être en B2B avec un professeur. Voilà. Nous, on se dit, on est l'humain, Mm. on est dans un, comment dire, on a besoin on a besoin de ce contact en fait, même si en ce moment, peut-être que on le constate encore plus qu'on a besoin des uns des Bien autres. sûr. Tu vois, nous sommes des aides de communication, de toucher. Tu vois, le fait de se toucher. Moi, Ouais. c'est pour ça que par ailleurs, j'adore le tango. J'aime la danse de couple. J'ai beaucoup aimé la salsa parce que j'aime c'est très vrai en fait. Voilà, c'est sincère. C'est un moment voilà, quand tu dis faire l'amour, c'est fabuleux. C'est Mm. un moment quand il y a de l'amour, c'est extraordinaire. Alors c'est paradoxal quand je dis moi que quand le tango, c'est comme quand je parle d'histoire d'amour ou quand je dis c'est quand je suis en combat avec quelqu'un, mais je l'aime profondément la personne avec qui je combats parce qu'elle m'apporte tellement. Il y a de l'agressivité, mais c'est dans un cadre. Tu vois, quand tu parles de paradoxe, c'est vraiment C'est ça. maîtrisé. Ouais. Mais j'ai tellement de respect pour la personne avec qui j'échange. Parce que j'ai choisi cet échange-là et que je sais que à la fin, ça va être tellement enrichissant. C'est ça qui est fabuleux dans l'être humain. C'est-à-dire qu'on est capable d'aller très loin dans la rencontre, dans l'échange, et en même temps, à la fin, de se dire good job. Mm. Ça, c'est pour ça que je parlais de défaite, gagné, perdu. Ouais. Ça n'a pas de n'existe pas. sens. Bien Et sûr. c'est tout le problème peut-être aussi de notre condition d'être humain. Si on arrêtait d'être dans cette c'est ce qui c'est autodestructeur et ça détruit même enfin c'est alors peut-être que je suis un peu idéaliste, utopiste et tout, mais c'est on fracasse tout comme ça, à commencer Mm. par soi-même. Tu vois, Ouais, bien sûr. je suis un peu je suis peut-être encore une fois, je suis dans mon monde, mais en tout cas le constat que je fais dans cet échange très intense et même avec à travers le travail qu'on fait avec Fight, de cette attention, de cette bienveillance, de ces échanges juste pour bah, je sais pas comment je peux le qualifier. Euh, c'est merveilleux, c'est Ouais. merveilleux, c'est merveilleux de pouvoir. Euh, je sais pas, je sais pas, c'est comme ça que je Bah, vis les choses en fait. Hein, Bart, mais tu vois, tu te sens c'est vivante de transmettre quelque chose d'extrêmement fort à des femmes qui se reconstruisent de zéro, tu vois, et tu redonnes la vie, en fait, tu vois. Il y a un petit alors côté peut-être un peu, c'est peut-être un peu trop fort, peut-être que la métaphore n'est pas bonne, mais en tout cas, tu donnes un second souffle à une
tu vois, une feuille qui vient de tomber de la branche, tu vois, et qui permet de s'envoler et tu vois, d'aller planter peut-être une autre graine ailleurs, tu vois. Enfin, j'en sais rien. Je cherche des métaphores Ouais, c'est ça, peut-être autour de la mais nature, jamais mais toute seule, jamais. ouais, ouais. C'est ça qui est fabuleux et c'est comme quand j'étais athlète, c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire Mm. que enfin, c'est toi qui prends l'initiative, c'est toi qui sens qui est dans cette, tu vois, mais quand c'est partagé et que tu as l'écoute, et que tu l'as fait avec des personnes, qui sont autant convaincues que toi, ça décuple totalement le bonheur que ça Mm. engendre. Et il y a aussi sur le et heu et les femmes, tu vois? Et ces femmes-là, par exemple, ou les enfants ou les mais mais j'apprends tellement, enfin je enfin comment te dire? C'est difficile. C'est Mm. que c'est ça la transmission, c'est que tu n'es pas que tu reçois aussi énormément, mais hem, ça va dans les 2 sens, en fait. Bien sûr. Tu vois? C'est et je pense que c'est la force du sport, ça, dans cet apprentissage-là. Mm. Et voilà. Ok. C'est génial. Bon, le temps tourne hyper vite et je me régale en ta présence, Laurent. J'ai deux dernières questions. Peut-être que bah, je sais pas comment tu veux y répondre, mais euh, une des premières que je voulais vraiment te poser, parce que je sais pas si quelqu'un d'autre te l'a posé ou en tout cas je l'ai pas entendu, mais euh, il y a 5-6 ans, j'ai fait un cours de self-défense avec ma compagne de l'époque et qui était donné par une femme et justement qui était pour apprendre justement aux femmes pour apprendre aux femmes à se défendre et en cas d'agression concrète, Mmh. mais aussi des agressions du quotidien, c'est-à-dire des agressions verbales, comment se détacher de quelqu'un qui pouvait être agressif au quotidien, qui était sous l'emprise et comment s'en rendre compte et comment peut-être amener à déconstruire ça. Et c'était une journée et c'était moi ça a été un game changer dans ma vie en tant qu'homme concrètement. Tu vois, j'ai appris que le meilleur moyen d'intervenir si je voyais une scène de violence, bah, c'était pas forcément de m'opposer, mais simplement de regarder, d'amener ma présence et de regarder, en fait, tout simplement. Parce qu'un homme n'acceptera pas le regard d'un autre homme, par exemple, et de regarder avec insistance. Donc j'ai appris des choses comme ça. J'ai appris euh, comment demander de l'aide, crier au feu et personne ne vient, et crier, regardez quelqu'un dans les yeux et dites-lui je suis en train de brûler et cette personne va venir. Tu vois, j'ai appris des choses un peu très simples. Et du coup, la question que je voulais te poser, c'est que toi aujourd'hui, tu as choisi ton combat, ta mission, c'est d'aider des femmes à se reconstruire. Et moi, je me pose en permanence, tu vois, c'est peut-être mon syndrome de l'ingénieur, mais je me pose en permanence la question de comment résoudre le problème à la source. Euh, et, et en fait, former les gens au, au self-défense, tu vois, c'est peut-être pas ça règle pas du tout le problème à la source. C'est juste un pansement un petit peu au-dessus, tu vois. Euh, mais du coup, ouais, je me demandais si toi, t'avais, tu vois, dans tes projets futurs, peut-être aussi effectivement dans ce que tu avais prévu de faire, dans le développement peut-être de la fondation, est-ce que tu as prévu, tu vois, d'avoir de l'impact à d'autres niveaux, tu vois, encore plus haut, et comment est-ce qu'il y a des actions aujourd'hui qui sont faites de manière concrète sur ces sujets-là, vu que toi tu connais beaucoup mieux peut-être l'écosystème que moi et j'avais peut-être envie de pouvoir t'en faire permettre. Bon, la réflexion que j'ai eue à travers tout ça, c'était que en fait le vrai pansement, c'est de déconstruire toute la masculinité et que ça va prendre énormément de temps, que ça va être douloureux pour certains, que heureusement il y a des nouvelles générations qui sont beaucoup plus jeunes, mais qu'on peut pas non plus déconstruire 4 millions de d'années de genre, quoi. En fait, c'est aussi ça. Faut aussi comprendre que des fois la société elle s'est construite comme ça et et que nous on est juste le fruit, qu'il faut des fois aussi l'accepter. Mais du coup voilà, je voulais t'entendre
toi te demander quelles sont aujourd'hui toi les actions que tu trouves remarquables ou que tu comptes mener justement pour encore plus résoudre le problème à la source, ou en tout cas un niveau un petit peu plus antérieur à ton action aujourd'hui, qui est déjà formidable. Enfin, je sais plus en lisant sur le site combien de femmes vous avez aidé, mais c'est pas beaucoup. Bah, ça peut sembler beaucoup, et en même temps c'est très peu par rapport au nombre de femmes victimes. Mais alors, pour d'abord, sur le volet self-défense, encore une fois, on fait pas de la self-défense, on est dans un parcours de reconstruction. Ouais, et à mon sens, le self-défense, c'est de la prévention. C'est-à-dire que pour se prévenir, c'est important, si tenté, enfin, il faut qu'on y éprouve aussi un intérêt, parce que c'est ça aussi. Nous, on a plein de femmes qui sont victimes et qui ne sont pas dans notre parcours, parce que la capacité de résilience de chacun est différente. Et ça, c'est très important. Il y a pas de vérité. C'est que, à un moment donné, ça peut répondre à un besoin. Donc, la spécificité du self-défense, c'est intéressant, mais après, c'est une solution de manière préventive. Et après, le deuxième point que tu évoques, c'est effectivement, nous sommes dans une société patriarcale, et le constat que je fais, c'est que quand on est dans des situations de crise, de conflit, de post-conflit, de tension, qui entraînent aussi de la pauvreté, des situations économiques complexes, sensibles, il y a une augmentation des violences, et en particulier vis-à-vis des femmes et des enfants. À mon sens, ce qu'il y a d'essentiel, de manière générale, c'est l'éducation. L'accès à l'éducation, à la connaissance. Plus on aura des personnes moins d'analphabètes, plus d'accès au savoir. L'éducation, c'est le savoir-faire et le savoir-être. Plus les gens sortiront de l'ignorance, plus on aura, peut-être qu'on sera en capacité de plus s'aimer, et de se rendre compte de ce qui nous caractérise, tu vois. Je te mets en garde quand même, parce que j'ai lu une étude récemment qui montrait que notamment les violences faites aux femmes excluaient toute catégorie socio-professionnelle. C'est-à-dire qu'il y a autant... Alors, peut-être que je me trompe, ou peut-être que j'ai mal interprété l'étude, tu vois. Ou peut-être que toi, tu parlais d'un autre sujet, tu vois, par rapport à ça. Moi, j'ai été effectivement profondément, tu vois. Tu sais, typiquement, quand on dit... c'est un super cas d'école de résolution de problèmes. C'est comment est-ce qu'on réduit la natalité dans un pays? C'est l'éducation des femmes. Il n'y a pas forcément de lien, de corrélation directe, alors à première vue, en tout cas, quand on y réfléchit beaucoup plus. Et là, pareil, tu vois, c'est exactement la même chose. C'est, en gros, on peut avoir des préjugés sur effectivement les agressions, et qu'en fait, que ça vient effectivement peut-être de milieux défavorisés, ou peut-être de certains milieux, et en fait, pas du tout. C'est global, quoi. Oui, c'est vrai, mais non, ouais, mais de manière globale, les violences. Elles sont exponentielles quand tu as une situation de crise, de guerre, de conflit. C'est exponentiel. Et quand les gens sur la planète n'ont pas accès à l'éducation, ça crée ça donne accès à des extrémismes, et il y a plus de tolérance. C'est le chaos. Voilà. Ça, c'est global. Après, sur la spécificité des violences. Et quand je parle d'éducation aussi, quand je te parlais tout à l'heure de cancer de métastase, c'est ça. Quand les violences, elles sont partout. Effectivement, que tu sois CSP++, dans un quartier populaire, ou quelqu'un qui est violent, c'est si au départ, ça arrive une fois dans la cellule familiale. Si tu assistes à la violence, tu es enfant,
toi-même tu es un enfant battu ou tu as été victime de pédocriminalité, tu n'es pas accompagné parce parce que c'est tabou, parce que c'est de l'entre-soi et que ça reste dans le milieu familial. Comment tu vas faire que tu vas éduquer tes enfants? Mmh. Et c'est là que ça hop, 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 et on continue comme ça. Bien sûr. Quand est-ce qu'on va casser la chaîne là-dessus? Ouais. Sortir du Mmh. silence, avoir des structures qui peuvent accompagner les victimes en connaissance de cause. Mmh. Parce que c'est Ça ça, en ça par fait, c'est contre, c'est cette espèce prouvé, de ouais. cercle, ce cercle vicieux. Mmh. Et c'est ça qu'il faut casser. Ouais. Ouais, mais ça par contre, tu as tout à fait raison, c'est, les études montrent qu'effectivement, il y a un lien par rapport à ton éducation et ton passé qui est extrêmement fort, quoi, et que tu reproduis, malheureusement, ce que tu as vu dans ton foyer en tant qu'enfant et que tu le reproduis plus tard, quoi. Donc, effectivement, il y a Donc ça mais rejoint tout le volet aussi judiciaire. mmh, Hein, et après, il faut aussi, il faut à un moment donné l'impunité. C'est un point important de la capacité aussi de pouvoir juridiquement faire que les prédateurs, les agresseurs soient jugés mmh, et à juste titre. Et protéger les victimes et faire qu'on les accompagne dans leur reconstruction. Enfin, tu vois, bon, bah, après, bien sûr. Bah, c'est, écoute, je sais pas si tu as des actions sur le volet, judiciaire, mais, hem, ma maman a été juge au pénal pendant plus de 10 ans en Île-de-France. Donc, tu vois, elle a condamné des trafiquants de drogue, des malfrats, enfin plein et beaucoup de violences faites sur femmes. Mais c'est vrai que il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc je sais pas si elle vient de passer à la retraite, donc elle recherche, tu vois, où s'engager ou mettre un petit peu son énergie. Donc si jamais tu as un nom d'association ou un nom d'action, tu vois, sur lequel je pourrais la guider, ça serait avec grand plaisir, tu vois. Mais donc ah oui, voilà. on a la chance d'être suivis en France depuis le début par exemple la Fondation des femmes avec Bien sûr. Anne-Cécile Mafer qui ont vraiment une cellule juridique importante. Mmh. Donc oui, on a aussi, tu vois, ce qu'a fait Fight for Dignity dernièrement, c'était cette campagne de sensibilisation pour les athlètes sortir du silence. Et c'est aussi la ministre des Sports qui a ouvert la boîte de Pandore sur les violences sexuelles dans le sport. Mmh. Et du coup, c'est d'arriver à fédérer les acteurs, de faire en sorte que tous les acteurs, comme on le fait sur des structures comme la Maison des Femmes de Saint-Denis ou la Women Safe ou encore à la Pitié-Salpêtrière, c'est ce que tu disais, c'est ce volet holistique, pluridisciplinaire, plusieurs acteurs ensemble. Il faut aujourd'hui que alors j'en profite pour vous dire qu'il y a le Forum Génération Égalité, qui est le Pékin plus 25 de l'égalité femmes-hommes qui va avoir lieu à Paris. On a l'honneur d'accueillir ce forum onusien du 30 juin au 2 juillet. Il y aura le sport justement sur Mmh. la spécificité sur la thématique sport sera abordée sur des sujets parité, violences sexuelles, égalité salariale, accès aux postes à responsabilité, les médias, vraiment le fait de plus de médias c'est ce qu'on a eu là, il y a tous les ans, il y a sport féminin toujours en janvier. Et sur la spécificité des violences sexuelles, et oui, il faut aussi qu'il y ait un engagement de l'État. La ministre des Sports s'y est engagée et c'est de créer aussi, de faire savoir quelles sont les structures tu vois, qui prennent le sujet à bras le corps. Je pense à Éthique et Sport, je pense sur la pédocriminalité, on a Sébastien Bouet qui fait Colosse au pied d'argile. Et il faut que c'est nous, enfin, on a des petites structures, mais il faut échanger, il faut être unis parce que le mal, il est énorme. Mmh. Et voilà, il y a des, il y a les ministères ont l'information. Il faut aller la chercher l'information quand même. On est Bien sur des sûr. sujets très tabous, on est sur des sujets voilà, qui sont pas, même si il y a eu le MeToo inceste, il y a une communication plus grande. On a eu des athlètes comme je te dis, Sarah Abitbol ou Catherine Debec ou au niveau d'une fédération, une Nathalie Péchala qui est maintenant présidente de la Fédération française des sports Mmh. de glace.
ça bouge. Il y a Femix Sport, enfin, il y a des structures qui aujourd'hui, on a même en entreprise, la Française des Jeux avec Stéphane Pallès qui est extrêmement proactive sur le développement du sport au féminin et sur ces thématiques-là. Et merci Bart de m'avoir aussi donné la parole parce que la parole on l'a pas souvent. Et ces sujets-là, on les aborde pas souvent. Et quand on les aborde, il y a beaucoup de préjugés et on sait pas forcément, voilà, on sait pas forcément comment, enfin, ils sont pas instruits en fait. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire avec Fight. Après, alors il y a ton podcast, je fais de la pub aussi sur la spécificité de l'égalité femmes-hommes. Il y a La Poudre, il y a Les couilles sur la table. C'est un super podcast qui donne beaucoup d'informations sur la diversité, sur les égalités. Qui ne sont pas là, ou alors sur la spécificité de la pédocriminalité, il y a un très très bon podcast qui est inspiré de la chanson de l'Aigle Noir, donc de Barbara qui a été victime d'abus par son père, sur la chanson de l'Aigle Noir, ça s'appelle Peut-être une nuit, 5 épisodes. Tu parlais du volet juridique, c'est extrêmement bien fait et c'est des informations. Tu le connais? Oui, je le connais très bien. C'est fabuleux. Tous ceux que tu viens de citer, je les ai écoutés. Je les ai beaucoup écoutés. Peut-être un tout petit peu moins en ce moment parce que j'ai un petit peu moins de temps, mais tu vois, La Poudre a fait mon éveil podcastique et ma construction autour de la féminité, du féminisme. Donc, et Les couilles sur la table, effectivement, c'est à écouter absolument. Ça ouvre vraiment les chakras. Je pense. C'est vrai. Des fois, c'est mal. Des fois, c'est dur. Hein. Pour un homme, c'est très très dur parce que des fois on peut avoir le sentiment que tout est mauvais, que on est foncièrement qu'on a le mal en nous et que on fait rien de bien parce qu'il y a peut-être pas assez de messages positifs parfois, mais c'est à écouter absolument pour ouvrir les yeux en fait, pour ouvrir les yeux justement quand on fait ni rien de bien ni rien de mal, de se dire bah ok, qu'est-ce que maintenant, comment j'agis, voilà. Donc, oui, c'est ça, exactement. C'est l'action et je pense que alors je comprends. Alors c'est intéressant effectivement ton point de vue d'homme. Et moi alors là-dessus, oui, je suis féministe parce qu'inégalité, mais complémentarité, mixité, et c'est ça aussi, c'est très important. Tu vois, je prends un exemple pour en revenir au sport. J'ai énormément progressé en karaté parce que je me suis entraînée avec des hommes. Bon, je travaillais comme un homme aussi. Bon, dans le sens, j'étais très physique et je faisais mal. Mais j'ai progressé parce que aussi il y avait cette complémentarité, tu vois, de travail. Enfin, c'était extraordinaire. Et comme dirait le docteur Mukwege, c'est lui qui m'a amené aussi, qui est un homme, tu vois aussi. C'est la masculinité positive. Bien sûr. Moi, je me dis, ça suffit aussi l'identité genrée des hommes, de l'attente dans le sport, de la virilité. Ça suffit. Ouais. Ça suffit. Les hommes, non, les émotions, vous les gardez. Hein. On attend la force, les gros muscles, pleurer, vous le gardez. On pleure pas. Les hommes qui n'arrivent pas à pleurer, c'est pas normal. Tu vois. Je vais aller plus loin. Pourquoi nous on se bat à juste titre pour nos droits et pour l'égalité, mais en même temps vous êtes contraints dans la il y a des contraintes d'attente liées à cette virilité, enfin qui est aussi, moi je trouve ça très très dur. L'homosexualité dans le sport, dans les sports, l'homosexualité masculine, c'est hyper dur. Enfin, parce qu'il y a une attente aussi. Il y a des préjugés, il y a une attente, et pour les femmes aussi. Donc masculinité positive. Et j'en reviens encore une fois à l'éducation. Voilà. Et c'est c'est peut-être la base, tu vois. Mais en tout cas, je mettrai tous les liens de tes ressources, tu vois, en description pour vraiment les auditeurs qui veulent aller
qui veulent aller piocher dedans parce que effectivement il y a des choses très intéressantes et je pense ça fait toujours du bien de juste ouvrir ses chakras, quoi, de découvrir et prendre un petit peu d'humilité et de se dire ok, bah j'ouvre mon regard sur le monde, sur ce qui se passe vraiment, parce que moi en tout cas pour ma part en tant qu'homme, peut-être que on se voile un peu la face, tu vois, on n'a pas envie de regarder en fait, tu vois, on se dit moi je suis très bien dans mon petit jardin et je vais pas aller pourquoi je me soucierais, tu vois, du jardin des autres, tu vois, Oui, ça fait et peur. ça fait Bart, ouais ça et fait ça peur. fait Il faut pas terriblement peur. avoir peur et il faut le faire à son niveau. Moi, je me suis toujours dit, si j'arrive à accompagner 2 femmes, je suis contente, ou 2 gamins dans les quartiers nord, voilà, j'ai Ouais, redescendu la barre et j'ai fait les petits pas, les ouais. rencontres, l'acceptation. L'acceptation, il faut accepter de pas être parfait, il faut accepter d'être ignorant et être curieux, s'émerveiller, aller vers l'autre. Mmh. C'est tellement. Et je me rappelle une de tes questions. Est-ce que tu as des. J'ai pas de regrets. Comment je peux avoir des regrets quand je suis en mode d'apprendre de n'importe qui, même de quelqu'un qui m'envoie des vibes super négatives. Je me dis pourquoi il m'envoie des vibes négatives? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment je peux arriver à je vais avancer aussi, Ouais, avancer et se construire grâce aux autres et avec les autres. Tu vois, ouais. c'est génial. OK, Avec le respect toujours. bien sûr. Bah, écoute, tu as parlé d'autres podcasts, moi je vais te parler je t'ai demandé des recommandations. La toute dernière, parce qu'en plus je sens que tes enfants ont envie de jouer là et c'est le moment, heu c'est de savoir, quel est l'invité que tu me recommandes d'aller interviewer dans l'écosystème du sport. Alors en ce moment, comme je te le disais, je fais une petite série spéciale, justement sur les femmes qui s'engagent. Ça peut être sur tous les sujets, ou en tout cas les femmes qui ont des messages forts. Et du coup, ma question, c'est de savoir qu'est-ce que tu me recommandes d'aller interviewer pour une prochaine une prochaine conversation comme celle-ci. Ah, alors je ne sais, peut-être que je pense à des femmes, alors j'ai pas regardé parce que tu as déjà quand même fait la rencontre de beaucoup de beaucoup de Bientôt 100 donc. voilà, donc je sais pas, est-ce que tu pars à l'international? Peut-être pas encore, tu sais, moi j'ai rencontré je pense à Norma Bastidas, qui est une femme, alors peut-être que comme elle parle pas bien, elle parle pas français, je sais pas si c'est, mais Norma est extraordinaire, elle a été une des premières femmes justement à sortir du silence, parler de son expérience, c'est une vraie extraterrienne, hein, une héroïne aussi surtout. Elle est mexicaine, elle a été violée par son oncle dans le cartel mexicain et ensuite a été esclave sexuelle au Japon. Et elle est mexico-canadienne et ensuite elle a eu 2 enfants. Je fais je sais, enfin, elle a un parcours mais hallucinant et elle s'en est sortie grâce au sport en fait. Tu vois, Ouais. c'est une survivante et elle a le record, elle est très engagée. Elle a le record, alors c'est pas l'Ironman, mais en triathlon. Elle a fait Cancun, Washington DC, OK. et c'est une femme, elle est ambassadrice de Fight aussi. Je Mmh. l'avais rencontrée sur Women's Forum, je l'ai rencontrée, et évidemment ça, enfin, on s'est tout de suite reconnu quelque part. Et Ouais. Norma est une femme hors norme, hein, enfin, et qui voilà, bah, qui s'en est voilà. Je pense que elle est exemplaire, elle parle et elle est très engagée. OK. Puis après, je sais pas, il y a, je pense à Sakaïta aussi, Bien sûr. mais peut-être que tu l'as déjà. Et on m'a mis en relation. C'est Laura Ouais. Georges qui m'a mis en Ah, relation avec elle et du coup je lui ai écrit. Je vais tout faire pour pouvoir avoir un échange avec elle. Ça serait vraiment génial. ouais, ou alors c'est pareil, sur le volet, une très grande athlète, c'est Emeline Ndongue, très Mhm. engagée sur l'éducation, enfin grande basketteuse, très engagée avec Paris 2024 aussi. Ou il y a aussi, Diandra Chachang, heu, Mhm.
Tchatchanong, et elle est basketteuse aussi. Alors elle fait partie des athlètes qui sont des leaders au sein de la sport en commun. C'est une plateforme qui a été créée par l'AFD et qui fait un travail remarquable de développement durable sport, l'Agence française pour le développement, donc il y a un opérateur de ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et qui travaille particulièrement en Afrique. Donc voilà, c'est Diandra est aussi très engagé sur le volet éducation et dans son pays aussi, le Sénégal. Tu vois, enfin, et bon, alors c'est ça, tu vois, ça peut être aussi, j'ai vraiment ce volet qui est lié aussi à ma fonction. Je pense aussi à François Trinduc. François, il a fait de magnifiques, qui est donc rugbyman, qui est aussi un homme engagé. Là, il est au Racing l'année prochaine, il sera à Bordeaux, fin de carrière, et il est très engagé au Vietnam. Son grand-père est vietnamien et il a un parcours assez remarquable. En rugby, t'as Serge, bien sûr, Serge Betsen, sur ses engagements au Cameroun, ou encore Pierre Goni. Alors je suis en mode rugby là parce qu'aussi c'est alors Pierre, il a fait un travail extraordinaire avec Tarzan Mêlé à Madagascar sur l'émancipation de jeunes malgaches dans des régions pauvres du pays par le rugby. Le rugby, c'est assez fou parce que quand je suis arrivée au ministère, c'est une discipline très, d'éducation par le rugby, très marquée et très active. Le basket aussi. Donc je sais ça fait beaucoup. Écoute, déjà, c'est trop bien. Tu m'as donné plein de noms. Et puis, écoute, je vais faire le maximum pour aller voir toutes les personnes que tu m'as mentionnées et c'est top. Merci en tout cas pour toutes tes recommandations, toutes tes ressources. On voit aussi que tu es vraiment plus que passionné par le sujet. En fait, on sent que la mission que c'est ta mission, tout simplement, ta mission de vie, et je trouve ça beau en fait de rencontrer au tout début je te disais que t'étais quelqu'un de solaire, mais en fait c'est juste un petit peu comme on se disait avant, c'est la rencontre entre des valeurs et une mission, et puis et une personnalité, et ça prend, tu vois, c'est un peu comme une réaction un peu nucléaire, quoi. Ça fait ça produit énormément d'énergie, et du coup c'est vraiment transmissible, et là tu m'as donné la gouache pour ma journée, donc et même j'espère pour la semaine, donc c'est super cool. Formidable. Merci infiniment, Laurence, c'était vraiment génial. C'était un vrai bonheur de t'avoir, et franchement je redirige ma maman vers effectivement la Fondation des femmes. J'en parlerai partout autour de moi dès que ça se présentera. Voilà. Merci. Puis à disposition, évidemment, accessible. Je suis facilement joignable, même sur les réseaux sociaux. S'il y a des questions, ou même pour ta maman. Parce que là, spontanément, j'ai pensé à la Fondation des femmes, mais si peut-être qu'en y réfléchissant, il y aurait d'autres acteurs pertinents. Voilà. Mais je suis vraiment merci à toi vraiment pour ce temps, et pour ton podcast aussi, parce que ça fait aussi du bien d'entendre la parole des sportifs en entrant aussi dans nos mondes, et de la qualité de tes émissions. Ça fait du bien. Donc, merci. Merci pour tout, Laurence. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!